Vous avez déjà vu le film. Mais en tout cas, remercier ceux qui ont été là et ceux qui n'étaient pas là, c'est pas très grave, puisqu'il y aura certainement d'autres occasions de faire ça, genre pour Boruto The Movie ou quoi, ou d'autres films, même pas forcément Naruto, mais genre de Fairy Tail ou de One Piece, il en ressort un autre, ou même de Bleach. Bon, ça c'est... Voilà. Bref, du coup, merci d'avoir été là hier, c'était très agréable. Je referai donc évidemment ce genre de choses. On était en moyenne 340 vers la moitié du film, un truc comme ça, et jusqu'à la fin aussi. Et ça, je trouvais ça très cool. Vous imaginez 340 personnes en vrai, putain, ça remplit presque une place quoi. Bref, du coup, c'est magnifique. Donc, sur ce film, que dire si ce n'est que mon appréciation déjà générale, je vais dire, elle est plutôt bonne. Elle est plutôt bonne. Alors, il y a des petits points par-ci par-là, mais plutôt bonne. Alors, pour l'histoire de ce film. Bah que dire si ce n'est que donc on a un Naruto après la guerre donc qui est un peu le chouchou non plus du village mais maintenant du monde entier car carrément des gens d'autres villages viennent pour juste prendre une photo avec lui ou justement je veux dire prendre des autographes. Mais bon Naruto voilà signer des autographes il en faisait déjà par exemple lorsqu'il avait vaincu Pain. Donc jusque là pas vraiment grand chose de nouveau. Et là ce film justement dès les premières minutes nous explique plus ou moins sur quoi il va tourner. Naruto et Hinata. Alors avant tout, c'est un shonen, c'est vrai, Naruto est un shonen. Mais ce film est surtout là pour nous expliquer pourquoi Naruto a fini avec Hinata et non Sakura. Et je sais pas si vous saviez, mais il y a beaucoup de fans d'ailleurs de Sakura et du couple, en tout cas Narusaku, donc Naruto Sakura, qui avait fait carrément une pétition comme quoi il fallait annuler la fin du manga ou un truc comme ça, il fallait carrément que l'auteur réécrive tout le truc, vous vous rendez compte? Je veux dire que vous pouvez pas être un fan en carrément demandant à l'auteur de faire tout... Vous pouvez pas être d'accord, vous pouvez ne pas être d'accord avec lui, mais ne demandez pas carrément de tout changer une œuvre. Parce que, je veux dire honnêtement, ceux qui sont fans du couple Naruto Sakura, si Sakura avait fini avec Naruto, ça aurait été par dépit, parce qu'on sait que Sakura est un peu conne, ok d'accord c'est pas très, je veux dire vous-même vous resteriez pas avec un mec si par exemple il avait essayé de vous tuer plus d'une fois, ok, mais Sakura c'est Sakura, et bon on va pas essayer de remettre en question ses sentiments même s'ils sont débiles, donc du coup s'il avait fini avec Naruto j'aurais trouvé plutôt ça c'est chiant parce que ça aurait fait genre ouais je vais avec Naruto parce qu'avec Sasuke ça marche pas, donc elle sera allée là par dépit, et je trouve ça c'est débile, je veux dire pourquoi ne pas mettre la personne, le Naruto, le mec qui est pas forcément désintéressé mais le mec qui est un peu ignorant sur l'amour, quoi, qui est un peu con sur l'amour, et Hinata, celle qui est totalement folle dingue de Naruto, qui risque sa vie pour lui, qui l'admire, je veux dire, vous ne pouvez pas trouver meilleur partenaire qu'elle, quoi, je veux dire, pour le héros. Donc du coup, Sakura, voilà. Ouais, il faut pas tout mélanger en plus, comme ça nous fait les trois sénines, voilà. Non, il faut pas tout mélanger, merde. Bref, du coup, donc ce film se centre donc surtout autour de Naruto et Sakura, pardon, voilà, Naruto et Hinata. Alors Hinata qui vraiment durant tout le film nous explique d'ailleurs qui est vraiment le héros de ce film, parce que le héros de ce film, je vais vous dire, moi, c'est plutôt cette saloperie-ci. Voilà, ça c'est le héros du film. Parce que je veux dire, durant tout le film, j'ai l'impression que l'objet principal c'était cette écharpe. Mon dieu, qu'est-ce que... Alors l'écharpe qui est tricotée une, deux, trois fois, je sais pas combien de fois, même le méchant il demande qu'on lui tricote une écharpe. Alors je sais pas s'il y a un message psychologique ou quoi, il faudrait que j'aille checker sur internet ce que veut dire l'écharpe. Mais je veux quand même pas qu'on exagère trop là-dessus, je veux dire, excusez-moi, mais bon voilà... C'est un peu ridicule de voir carrément par exemple le méchant du film être jaloux. Ouais, tu as fait une écharpe et pas moi, salope. Bref. Donc du coup le film qui donc est surtout là pour nous apporter des informations sur Hinata et Naruto nous fait un peu très en longueur au début parce qu'évidemment voilà il y a plein de meufs qui tournent autour de Naruto. Voilà bon il y a même une séquence un peu de quiproquo où Hinata justement pense que Naruto qui a une écharpe avec lui, pense que c'est une meuf qui l'a donné, genre elle est un peu jalouse ou quoi, ou elle a pas trop envie de lui donner, alors que l'écharpe techniquement c'est celle de sa mère ou je sais pas quoi. D'ailleurs j'ai pas vraiment compris, alors parce qu'au début du film on voyait Konohamaru montrer donc des objets qu'avait gardé Sarutobi, son grand-père, mais j'ai pas compris comment ça se fait, il y avait l'écharpe dedans mais j'ai pas compris comment il avait pigé que c'était sa mère, ou alors j'ai pas vraiment compris, franchement j'ai revu le passage et j'ai pas saisi, donc si quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi pas, ou alors j'ai vraiment zappé un truc et j'ai pas compris son moment, mais bon voilà, c'était juste un petit truc. Mais bon bref du coup c'était un petit kipro, bref. Et donc après on remarque aussi qu'apparemment il y a des mecs comme ça qui sont intéressés pour avoir une sorte de Byakugan et voilà, donc ils arrivent sur le village tranquille, ils viennent envahir tout le bordel et la première petite incohérence, bon incohérence assez intéressante d'ailleurs, c'est que les mecs ils arrivent à pénétrer dans Konoha alors que Konoha est censé avoir une protection qui est sphérique, qui va autour dans les cieux, carrément dans le ciel, comme une sphère, et qui va même jusqu'au sol, c'est à dire que si vous creusez un trou, et ben même si vous passez par en dessous vous allez le détecter. Et là comment ça se fait que les mecs ils arrivent et bam comme ça ils sont niqués. Enfin ils sont niqués, je veux dire Hinata se fait capturer, ils arrivent carrément à aller dans la maison de Hanabi et tout. Je veux dire comment ça se fait, ils se sont même pas détectés, et aucun ninja qui a réagi à part Naruto. Je dirais merde quoi, je veux dire c'est quoi cette merde, même Pain quand il a balancé, il a été automatiquement détecté par l'équipe de surveillance de Konoha. Hein, il y avait même un type avec un Byakugan carrément, enfin je veux dire ils auraient même pu en profiter pour capturer ce couillon. Bref, du coup ils ont fait ça, je veux dire c'est quoi cette merde
quoi, je veux dire, sur le moment, je me suis dit, putain, voilà, une incohérence. Oh non, non, s'il y en a déjà une comme ça maintenant et aussi grosse que ça, parce que c'est pas n'importe quoi. Je veux dire, merde. Je veux dire, Itachi et Kisame, ils ont bien réussi à pénétrer dans le village parce que Itachi, c'est un ancien membre des forces spéciales, des Hanbu, tout ça. Et il savait les secrets pour peut-être désactiver la surveillance de Konoha et pouvoir y entrer tranquillement. Voilà, exactement comme Pain l'avait expliqué. Mais là, franchement, c'est des couillons, c'est limite des marionnettes. Et ça aurait pu être la seule explication logique. C'est des marionnettes, donc en fait, la barrière ne détecte rien de vivant parce que sinon, il s'alarmerait dès qu'il y aurait un oiseau ou une saloperie. Donc peut-être que c'est parce que c'est des marionnettes que Konoha ne détecte pas. Mais même comme ça, je veux dire, c'est une grosse faille dans leur système de défense. Ça veut dire que Kankuro pourrait envoyer une de ses marionnettes, une marionnette explosive ou quoi, et pourrait tout tuer. Je veux dire, non, elle est alimentée par du chakra, non? Elle n'est pas contrôlée forcément par la pensée, elle est alimentée quelque part par du chakra. Je veux dire, ces trucs balancent des boules de feu. Je veux dire, elles balancent des boules de feu parce que justement, elles proviennent du chakra, quelque part de tonnerre. Et justement, les cadavres, par exemple, de Pain, c'était des cadavres, ils étaient morts, mais ils étaient manipulés par du chakra venant de Pain, enfin, venant de Nagato. Donc, du coup, ça n'a aucune logique non plus. Donc bref, je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais c'était un des points assez, je veux dire, que je voulais soulever comme ça. Bref, du coup, ils arrivent à enlever Hanabi, et d'ailleurs, c'est putain de scène bien morbide, parce qu'après, Hanabi se fait arracher les yeux et tout, je veux dire, je sais pas, il y avait un truc malsain, j'avais l'impression qu'elle avait été violée, la petite fille, je sais pas pourquoi, mais moi, je trouvais ça vraiment malsain. La meuf, on lui arrache les yeux, et même, tu vois Toneri là derrière, des Byakugan, ils sont purs, oh oui. Je vais dire, c'était dégueulasse, quoi. On l'a pas fait comme ça, excusez-moi. Bref, du coup, je trouvais ça vraiment horrible. Et après, que dire si ce n'est que, évidemment, Naruto, la même team, Shikamaru, Sakura, Naruto, et évidemment, Hinata, qui donc vont aller la chercher. Ah oui, ça, je me rappelle, il y avait Sai aussi, Sai. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire, parce que j'ai pas parce que je viens de penser, mais sérieusement, dans les classements des personnages favoris de Naruto, vous allez me dire que Sai, il fait partie vraiment des favoris? Faut quand même pas déconner, je veux dire, ça, ok, voilà, c'était un peu, effectivement, le bouche-trou. Quoi qu'on dise, c'était un peu le bouche-trou. Parce que même durant la Grande Guerre, le mec, il a essayé de faire le malin, ouais, moi aussi, je fais partie de la Team 7 et tout, je vais faire un truc, et bam, il se fait niquer. Enfin, bref. Non, sérieusement, ça, et pourquoi? Je veux dire, c'était un peu l'excuse, genre, voilà, on a moyen de déplacement dans les airs et tout, mais, je veux dire, si c'était que ça, il y aurait moyen de trouver d'autres trucs. Enfin, bref, du coup, il était quand même dans la team, et évidemment, toute cette petite bande se part, à la recherche, donc, de Hanabi, et en même temps, de Tonnerre. Bon, après s'ensuit des petits passages d'exploration avec des petits rapprochements Naruto, pas Naruto, peu importe. Mais dans tous les cas, ils arrivent donc à pénétrer dans une sorte de caverne qui ensuite les font passer à travers un passage qui les amène quelque part dans la lune ou dans une autre dimension, je sais pas quoi. Bon, c'était assez bizarre parce que bon, après t'as un paysage, t'as un trou dans le sol et là carrément tu vois la terre ou quoi. Bon, déjà, c'était un peu tiré par les cheveux, mais bon. Donc du coup, après, on a certains passages un peu bizarres où en gros Naruto et sa team en fait tombent dans des genjutsu où en gros ils revivent plusieurs passages et carrément viennent à revivre en fait, voir des souvenirs d'autres personnes. Dans Naruto, voyez les souvenirs d'Hinata. Et d'ailleurs c'est drôle parce qu'on voyait l'écharpe d'Hinata carrément s'enrouler autour de Naruto, genre normal, c'est l'écharpe vivante. Et donc là c'était le passage très important, pourquoi? Parce qu'en fait c'était à partir de là que Naruto commençait à éprouver soi-disant des sentiments pour Hinata. Et là on vient un gros problème moi je trouve du film. En fait, ça me dérange pas que Naruto finisse avec Hinata. Franchement, dans l'absolu, ça me dérange pas du tout. Même c'est quand j'ai vu à la fin du manga, j'étais même très content et c'était, je veux dire, ok, ça allait, j'avais pas de problème avec ça. Mais en fait, si on devait nous expliquer comment ils étaient tombés soi-disant amoureux ou en kiff, j'aurais préféré nous trouver un autre truc que ça. Parce qu'ici, en fait, les scènes qu'on a, c'était des scènes qui étaient un peu forcées. C'est-à-dire que franchement, on avait vraiment des scènes qui se répétaient tellement de fois, j'avais l'impression qu'on essayait de bourrer dans le crâne à Naruto, tombe amoureux d'Hinata, tombe amoureux d'Hinata, tombe amoureux d'Hinata. Bon, alors c'est vrai que Naruto, il a pas vraiment compris soi-disant que Hinata l'aimait, mais bon, je veux dire, quand Hinata fait Daisuke, machin truc, enfin, quand Hinata fait quand elle est protégée contre Pain, je t'aime Naruto de tout mon cœur, blabla. Je veux dire, comment tu peux penser, ah oui, mais non, Hinata, elle a dit qu'elle m'adorait. Non, elle a dit qu'elle t'aimait, bordel. Donc, du coup, je pense que Naruto, il devait pas être aussi con que ça, je veux dire, merde. Ou alors, il a rien compris. Mais bon. Du coup, cette méthode, j'ai pas trop aimé parce que j'ai l'impression que c'était un bourrage de crâne à Naruto et c'était pas assez naturel. J'aurais préféré que ce soit un peu plus conscient que Naruto tombe amoureux d'Hinata. Parce qu'en plus, s'il tombe amoureux d'elle en quoi 2-3 jours, comme ça, facile, genre, normal. Je veux dire, dans ces 3-4 jours, elle a moins fait que dans toute la first gen où carrément Naruto c'est mon idole, je l'aime, je le protège, je risque ma vie pour lui. Et là, je veux dire, pour quelques petits événements, direct qu'il tombe amoureux. Je veux dire, qu'est-ce qu'il lui fallait à Naruto? Merde, quoi. Bon, bref, du coup. Ça me dérange pas, le résultat ne me dérange pas, mais la méthode, ça ne me plaît pas tellement. Ça ne me plaît pas tellement. J'aurais préféré que genre dès le début du film, on découvre un Naruto qui en fait depuis longtemps a abandonné ses sentiments pour Sakura, parce que voilà c'est comme ça, et que par la suite en fait il se concentre en fait sur ce qui est bien pour lui, ou quelque chose dans le genre, un discours peut-être un peu plus mature. Et là justement, il se rend compte effectivement que Hinata, genre dans une scène moins répétitive que celle qu'on a vue, parce que putain on a revu les mêmes scènes plein de fois, même s'il y avait des petites différences, c'était assez saoulant, c'était un des passages d'ailleurs un peu chiant du film, mais bon même si c'était intéressant par moment.
J'aurais préféré donc une scène un peu plus naturelle où justement il y a une réflexion de Naruto sur Hinata, voilà, où les deux se retrouvent piégés et peut-être effectivement vivre les souvenirs l'un de l'autre, mais des trucs moins répétés, un peu plus intéressants, ou même plus encore que justement les deux soient liés dans un genjutsu, mais genre que Naruto arrive à ressentir les sentiments d'Hinata, mais genre pas qu'il adopte ses sentiments, mais genre qu'il arrive à les ressentir, se trouve plus sensible, se rend compte de quelque chose. Vous voyez, ça aurait été plus logique. Genre qu'au bout du film, voilà, il se rend compte. Parce que je veux dire par la suite, Naruto carrément dit à Hinata, voilà, je t'aime. Je veux dire, on était même pas à la moitié du film, je crois, il lui a dit je t'aime. Je t'aime. Il a dit comme ça. Je veux dire, j'aurais préféré que Naruto le dise vraiment à la fin du film, après toutes les aventures où justement Naruto vit un truc avec Hinata. Ça aurait été cool, ça aurait été plus intéressant, ça aurait même été plus logique. Mais là, c'était rapide, quoi. Donc j'ai l'impression qu'on a essayé de rusher. Je comprends que c'est un film d'1h50, mais j'ai l'impression qu'on avait rushé le truc et j'ai pas trop aimé ça. Bon, maintenant, vous avez peut-être kiffé ou quoi. Et moi, au final, voilà, la méthode m'a pas plu, mais bon, comme j'ai dit, le résultat, ça me déplaît pas. Du coup, Hinata est bien au courant des intentions de Naruto, malheureusement, et doit aller avec Toneri qui justement veut l'épouser, et le mec il est direct, veut l'épouser parce que justement Toneri il a un plan, il veut éveiller le Tensengan et détruire la Terre. Et là on vient au point principal du film, la raison du film. On apprend donc que Toneri est en fait techniquement descendant de Amura, mais bon Amura, donc le grand frère, un des frères le frère pardon, du Rikudo, qui s'appelle Agoromo. Donc Agoromo ayant donné naissance aux lignées Senju et Uchiwa, et Amura ayant techniquement, maintenant on le voit, donné naissance évidemment à la lignée des Hyuga. Et moi je me suis dit que Amura devait avoir un autre gosse aussi, de la même manière que Agoromo avait un gosse qui avait le pouvoir des yeux et le pouvoir de l'énergie, et bah Amura avait aussi un gosse qui avait le pouvoir des yeux, les Hyuga, et peut-être un clan, et une branche de la famille qui avait le pouvoir de l'énergie, les Uzumaki. Et oui, j'ai bien dit les Zuzu. Les Zuzu. Bon, les Uzumaki. Bref, je me suis dit qu'il y avait donc un clan avec la force, eux, et un clan avec les yeux, les Hyuga. Et peut-être que, justement, le Naruto termine avec Hinata, ça aurait fait un parfait petit couple de sang pur. Bon, bref. Du coup, voilà. Maintenant, c'est vrai que vous allez me dire, attends, mais on a dit que les Uzumaki, en fait, c'est techniquement des anciens Senju, ils venaient d'une branche commune. Bah oui, les frères Utsuki, Agoromo et Amura, c'est là la branche commune. Maintenant, si effectivement les Uzumaki étaient en fait techniquement liés au Senju, bah ok, pourquoi pas, ok, ça ne dérange pas plus, en fait ça change rien. Mais bon, bref, le principal c'est que donc Hinata est la descendante principale d'Amura. Bon après on découvre un truc, c'est que Amura en fait était sur la lune avec son propre clan qui techniquement était là. Bon après il faut savoir aussi qu'Agoromo a créé la lune pour enfermer là-dedans le corps du Jubi. Et donc après il y a un petit blabla, c'est intéressant sur les différences entre le frère qui a engendré que la guerre, par exemple le Agoromo avec son ninjutsu qui a engendré la guerre sur Terre, et donc Toneri veut détruire la Terre parce que voilà c'est les préceptes d'Amura, voilà blabla, bref en gros un gars qui s'est un peu fourvoyé. Bref, du coup en Toneri en tant que méchant me dérange pas plus que ça, il était plutôt assez intéressant vu que justement il est lié à l'histoire et à la trame principale, donc c'est pas un méchant vraiment sorti nulle part puisque c'était vraiment très intéressant je dirais ouais. Toneri aurait pu faire un méchant sympathique. Plus encore on découvre que justement à la fin du film il a survécu, il est encore en vie et il est encore sur la lune. Il dit même que d'ailleurs la lune n'approchera plus jamais la Terre, donc est-ce que ça veut dire qu'en gros que lui-même n'approchera plus nos personnages? C'est possible, le mec va rester vivre avec ses pantins. Mais bon donc Toneri, franchement ça aurait pu être un méchant assez intéressant, le seul problème c'est son design, voilà un peu... C'est vrai qu'il est descendant d'Amura, mais j'aurais préféré un design un peu plus, je sais pas, un peu plus stylé. Bon après pour cette technique de combat, voilà on a vu vite fait, il balance que des Kamehameha, des boules de feu, des Kikoa, des trucs comme ça. À la Dragon Ball. Et là on en a un autre petit problème dans le film, c'est vraiment les combats. J'ai aimé les combats, ils étaient fun, dynamiques et tout, mais franchement c'était plus du tout un manga, c'est plus un film sur Naruto, un truc de ninja quoi. Il y a rien de ninja là-dedans. Je vous jure, il y a rien de ninja. Non mais sérieusement, les fights principales c'est vraiment que des boules de feu. Je veux dire carrément les ninjas du village du village de la foudre, enfin de Raikage là, Komonokoni, je crois que c'est ça. Je veux dire, ils ont un canon à particules de chakra. C'est une arme ninja ça. Les armes ninja c'est censé être discret. Putain. Le mec il a un canon à particules comprimé, atomique, subatomique, je sais pas quoi, nucléaire de chakra. C'est censé être une arme ninja ça. Enfin, bon... Et déjà, je vais en revenir après, mais bon. Donc Toneri me dérange pas en tant que méchant, mais je l'ai bien aimé. Bref, sur ce, le coup de l'histoire était plutôt très intéressant, surtout que le Tensengan, donc une sorte de forme évoluée où justement Toneri fusionnait son chakra de descendant d'Amura avec le Byakugan, ce qui lui permettait, si j'ai bien compris, d'ouvrir le Tensengan. Mais ça voudrait dire alors que techniquement, Hinata serait elle aussi capable d'éveiller le Tensengan, et même pire, Anabi aussi. Mais Hinata serait capable de développer le Tensengan, et techniquement la fille de Hinata, Imawari, aussi devrait être capable d'ouvrir le Tensengan. Mais bon, maintenant l'intérêt du Tensengan c'est quoi? C'est à part être capable de balancer un gros rayon de laser, parce qu'en même temps les Tensengan ça désigne les cieux, et en même temps ça désigne une sorte de sphère qui est composée de plusieurs Byakugan qui donne une énergie folle et qui permet de faire des gros Kamehameha encore une fois. Je peux pas dire plus autre chose que Kamehameha, bordel, c'est vraiment des Kamehameha. Bref, après évidemment toute la team va secourir Hinata alors qu'évidemment c'est Naruto qui boude, voilà, parce qu'évidemment je rappelle qu'à la base ils sont allés sauver Anabi, une petite fille qui s'est fait capturer et même on lui a arraché les yeux. Et justement
Le mec il boude parce que il veut plus aller sauver Hinata et Hanabi juste parce que Hinata est allé rejoindre un autre mec parce que voilà, en gros Naruto s'est fait rejeter. Donc du coup on apprend que Naruto vient d'abandonner alors que le mec il dit tout le temps mon Indo j'abandonnerai jamais, voilà blablabla, je reviens jamais sur ma parole. Et là ici bah il l'a fait. Bref, c'est pas du tout le genre de Naruto auquel je m'attendais, j'aurais compris qu'il soit assez triste ou quoi, mais je veux dire, il y a Hanabi, merde, il n'y a pas que Hinata dans l'histoire. À la base c'est pas Hinata qu'on devait sauver, c'était Hanabi, donc le mec il abandonne Hanabi en même temps. Bref, Shikamaru vient pour lui remonter les bretelles et c'est assez intéressant. Même Sakura vient mettre son petit grain de sel pour essayer de le convaincre. Évidemment toute la bande joyeuse y va pour de bonne humeur pour aller sauver Hinata et au final ils envahissent donc le château de Toneri, ils combattent des pantins, voilà évidemment par manque de méchants intéressants, des pantins et patati et patata, on a la grosse baston de fin, voilà etc etc. Hinata en fait on s'était mal compris mais en fait avait rejoint le méchant parce qu'elle voulait espérer détruire justement la sphère du Tensengan, voilà elle voulait faire cavalier seul évidemment au lieu de tout révéler son plan Naruto, mais évidemment elle a laissé un message subtil en donnant son écharpe. Voilà, encore une fois cette écharpe le plus important, et là entre ça et les moments où Toneri justement le mec jaloux qui veut également aussi qu'on lui tricote une écharpe parce qu'elle en a fait une pour Naruto, voilà j'ai envie de dire que ce film encore une fois le héros c'est vraiment l'écharpe. Bref, du coup je ne sais pas quoi dire parce que c'est vrai que si on regarde bien le film avait l'air ridicule parfois. Mais j'exagère évidemment. Ne vous inquiétez pas, le film en soi n'est pas si ridicule que ça, hein. Il était très intéressant, il y a beaucoup de moments cucu, dans les réactions en tout cas de ceux qui voyaient le film avec moi, il y avait beaucoup de scènes cucu soi-disant. Mais moi je trouvais pas tellement ces scènes classiques qu'on a dans les shonen, franchement c'est pas un truc si différent. Bref du coup la fin du combat entre Toneri et Naruto, voilà c'est une fin de combat normale où Naruto lui donne une grosse pêche dans la gueule. Voilà. Que voulez-vous que je dise, c'est comme ça. Il se fait donc one shot en quelque sorte et Hinata vient évidemment reprendre les yeux d'Hanabi genre comme ça tranquille alors que justement il y a durant le film on la voyait en train de Naruto tiens voilà de la pommade et alors que là elle arrive à arracher des yeux tranquille. Bref du coup voilà. D'ailleurs le procédé de prendre les yeux d'un autre pour éveiller un pouvoir supérieur me rappelle beaucoup le procédé évidemment du Mangekyou Sharingan éternel, et j'aime beaucoup cela parce que ça fait vraiment un parallèle justement entre le Sharingan et le Byakugan et ça donne en tout cas ce film a donné une valeur au Byakugan bien plus intéressante que le Sharingan, une évolution du Byakugan qui permettrait de détruire la Terre alors que l'évolution du Byakugan pour moi techniquement ce serait par exemple lire les pensées ou un truc comme ça vous voyez. Les Byakugan tu peux voir très loin autour de toi et à travers les trucs. Alors l'évolution des Shimois c'est carrément voir à travers l'esprit ou un truc comme ça, carrément. Ce serait cool ça, je veux dire tu peux voir lire les pensées de l'autre. Hein, le Sharingan il permet pas de faire ça, même si au début du Naruto contre Zabuza justement on aurait pu le croire. Mais bon. Enfin lire les pensées c'est pas non plus un pouvoir inhérent aux yeux, mais je suis sûr qu'il y a un jutsu qui permet de faire ça de toute façon. Soit. Technique de lecture de l'esprit. Bref du coup le film se termine là-dessus donc oui c'est vrai j'en ai pas parlé mais il y a les villages évidemment qui s'activent puisqu'il y a des débris de la lune qui sont sur le point de tomber sur la Terre, ça c'est le gros danger évidemment planétaire, donc la lune qui s'écrase sur la Terre, Toneri qui est sur le point d'exécuter son plan, mais évidemment les villages sont là pour défendre leurs villages respectifs. On a donc tous les Kage évidemment parce qu'on oublie tous les autres ninjas, mais il y a tous les Kage qui arrêtent des débris de météores qui s'écrasent, d'ailleurs à des moments franchement j'avais l'impression que Fujitora de One Piece était présent, mais donc ils arrêtent chacun, ils arrêtent donc les techniques, d'ailleurs justement à ce moment là on voit les squadrons de lit avec les gars qui ouvrent les portes, encore une fois, putain mais ces mecs, comment ils ont fait, c'est peut-être des Jonin ou pas, mais les gars ils arrivent à ouvrir des portes, j'ai l'impression qu'ils arrivent à ouvrir des portes alors que c'est un exploit super chaud, et même Kakashi était, je répète, impressionné par Lee quand il l'a fait la première fois, alors que Lee avait 12 ans. Et Kakashi en général il est pas si impressionnable que ça, en tout cas pas autant que cette fois-là. Bref, du coup voilà, il a peut-être entraîné durant encore une fois les années de... Il les a entraînés durant les années de paix, mais il s'est pas écoulé tant d'années que ça. Et lui, pour ouvrir autant de portes, pour ouvrir 5 portes, il lui a fallu putain des années, des années, des années. Donc c'est un peu bizarre que carrément des mecs arrivent aussi à apprendre rapidement, ou plus rapidement que lui, à ouvrir des portes. Ou alors c'est tous plein de génies. Et si c'était plein de génies, putain mais ils étaient où durant les moments où on avait besoin d'eux. Bref. Et là vient un moment aussi très intéressant, c'est le Raikage. Alors durant le Raikage, il y a plein de moments, franchement, si je m'étais tenu qu'au film, et si je l'avais pas connu avant, je me serais dit putain mais ce mec en fait il prépare un sale coup. Parce que le Raikage il hésite pas à vouloir sacrifier Naruto et tout. Bon je comprends, c'est pour sauver la Terre. Mais le mec, le Raikage, il a même pas confiance en Naruto. Le mec qui a sauvé le monde ninja, a arrêté un petit couillon random, on sait même pas d'ailleurs qui était vraiment le méchant d'histoire, il savait même pas que c'était qui était lié au Rikudo. Pour eux c'était juste un méchant random. Mais bordel, il avait pas confiance en Naruto. Le mec qui a vaincu une déesse avec l'aide de Sasuke quand même, mais il a quand même participé à vaincre une déesse. Une déesse. Et Raikage il veut quand même pas lui donner une petite heure pour que celui-ci arrive à détruire ça. Je veux dire le mec putain mais c'est un radical de fou. C'est vraiment, quelqu'un l'avait dit dans le chat, mais putain Raikage c'est le transmigrateur d'Hitler. Ça me paraît comme marrer. Mais sérieux. Et en plus de ça, le pire c'est que le mec il cachait un canon à particules de chakra. Et je veux dire, d'ailleurs le Tsukikage il avait dit
Eh mais comment ça se fait que comment tu cachais ce truc je veux dire, ça c'est vraiment toi, Raikage. Y a que toi qui pouvais faire ça. Bah oui, justement, mais comment ça se fait? Je veux dire, durant la Grande Guerre, si ça existait déjà ce canon, pourquoi il l'a pas utilisé? Cette saloperie était techniquement capable de pulvériser la Lune. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser? Si t'arrives à pulvériser la Lune, pourquoi tu l'utilises pas pour essayer de pulvériser le Jubi? Je veux dire, merde. Et vous allez me dire, alors peut-être, oui, mais ils l'ont inventé durant les périodes de paix. Mais et vous comprenez pas pourquoi il aurait eu besoin de faire ça si c'est une période de paix? Ça veut dire qu'il aurait eu besoin d'inventer ce canon en particulier parce qu'il avait besoin de se défendre. Et ça me rappelle un moment du manga durant le conseil des Raikage où il y avait une grosse dispute entre le Tsukikage et le Raikage, où le Tsukikage disait justement au Raikage, ouais, voilà, on est dans une période de démilitarisation et vous, le Raikage, vous avez continué avec votre village et développé des armes, c'est pour ça qu'on avait besoin de l'Akatsuki, et voilà et tout, c'est pour ça qu'on est méchant et qu'on s'entend pas bien. Et le Raikage, voilà, le mec il nous sort un canon en particulier de chakra. Mais putain, mais c'est normal, le mec il invente encore des armes alors qu'il y a la paix partout. T'as plus besoin de faire ça, connard. T'es vraiment super suspect en faisant ça. Et moi, si j'étais un autre chef du village, je me dirais, putain, il a une arme à destruction particulière qui peut détruire la lune. S'il le balance sur un village, on est tous morts. Ah oui. Bref. Évidemment, il l'a pas fait, et cette question évidemment n'aura alors aucune réponse. Même si le canon prenait du temps à charger, putain, il aurait quand même pu essayer de l'utiliser, merde. Parce que évidemment la Lune, la Lune ne se trouve pas à 2 mètres du canon, donc forcément que ce truc a une grosse portée, donc il aurait pu utiliser d'une distance de sécurité. Maintenant vous allez me dire, oui mais le canon si on l'avait utilisé sur Terre, voilà, peut-être ça aurait détruit une partie de la Terre et tout, et c'est pas bien. Et j'ai envie de dire détruire la Lune, ça va pas affecter la Terre, vous allez me dire. Ça va pas affecter la Terre, vous allez me dire. Je veux dire, la Lune c'est important pour la Terre. Vous connaissez pas les relations entre la Lune et les rats de marée, enfin je veux dire, les rats de marée, les marées, tout ça. Bon bref, peu importe, mais je vais pas trop alors m'étaler là-dessus, peu importe, mais du coup la Lune est aussi important, donc même s'il devait risquer de détruire un peu la Terre, bah, si c'est encore une fois pour sauver la Terre, pourquoi pas. Bon, en tout cas, je me dis aussi, ils auraient pu quand même réguler un peu la force du canon, donc pourquoi pas. Mais un canon laser de chakra, c'est super utile. Pourquoi ne pas l'avoir utilisé comme avant? Merde. Bon, pour en revenir donc au film, le film se termine donc sur une note assez intéressante où justement tout le monde s'enfuit et à la fin Naruto et Hinata donc avec une jolie petite scène où les deux courent enfants, puis en third gen, puis en second gen, puis enfin à l'époque du film avec leur apparence donc de chacune de ces périodes là, courent et au final donc s'embrassent à la fin du film. Voilà. Le film se termine là-dessus avec un générique évidemment qui nous montre leur mariage, voilà, avec des dessins qui est assez agréable d'ailleurs. Et à la fin on voit les enfants évidemment de Naruto, donc Imawari et Boruto, donc qui sont là en train de jouer avec leur papa. Et là on a donc une belle image justement où Naruto est en photo avec sa famille, qui renvoie un peu à l'image de Naruto avec la Team 7 justement qu'il considère comme sa famille, alors que là justement c'est vraiment une vraie famille, on sent vraiment la consécration de Naruto. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur l'histoire du film, sinon en dehors de ça j'ai bien aimé. Ah oui c'est vrai, on me dit qu'il y avait un Sasuke quelque part. Oui parce que dans la fiche du film, il y avait quand même un Sasuke. Oui, Sasuke. Donc du coup, je me suis dit, on va peut-être le voir dans le film, on l'a vu grand max 2-3 fois, et encore, le fois on l'a vu, ça a duré 2 millisecondes. La seule fois on l'a vu, de manière intéressante, c'est quand il est venu sauver le village, il a arrêté un météore, enfin des débris de météore qui tombaient sur la Terre, il l'a arrêté et puis il s'est cassé. D'ailleurs, un truc que je comprends pas, c'est comment ça se fait que le mec, il a vu des débris de météores tomber sur le monde ninja, et s'est peut-être pas dit, il y a peut-être un danger, je pourrais peut-être leur donner un coup de main. Ouais, non, j'ai laissé faire Naruto. Bref, du coup, il avait confiance en Naruto, ce petit rentre-en-plan, et donc est parti en vadrouille de nouveau, voilà. Bon, donc le mec, je pensais en voyant la fiche du film qu'on allait le voir un peu plus, mais on ne l'a pas vu. Mais heureusement, on le verra bien plus dans le film Boruto. Du coup, le film se termine là-dessus, et évidemment, il y a d'autres trucs assez intéressants aussi à soulever. C'est déjà, bon, premièrement, le Rasengan et le Rasen Shuriken rouge. J'avais pas compris pourquoi la couleur était rouge à la base. Je veux dire, même dans l'animé, il était bleu. Je veux dire, à la fin du film, Naruto fait même un Rasengan bleu. D'ailleurs, ce passage où il a utilisé le Rasengan comme une sorte de boule de feu pour se propulser. Hey, 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 non, hey, non, 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 j'arrête, je casse ici. J'en ai marre. Non, non, non. Non mais wow. Mais qu'est-ce que... Mais... C'est que... Non, non. Oh, je me casse. Je me casse. On est sérieux là. Bon. Alors, il y a tellement... J'ai envie de dire... Bon. En fait, à la base, je voulais dire... Le premier truc que je voulais dire, mais à la base, je voulais dire un truc, c'est que... Comment ça se fait que là, le Rasengan, il est bleu? Vous voyez? Déjà, de 1, c'est ce que je voulais dire.
Mais comment ça se fait que le Rasengan c'est un Kamehameha? Je veux dire merde quoi, je veux dire ok dans l'animé il avait utilisé le Rasengan carrément, Jiraiya l'avait utilisé lui aussi pour faire avancer un bateau, comme une limite un moteur de bateau. Il avait même utilisé, le Rasengan a été utilisé pour mouler de la pâte, histoire de faire une tarte ou une pizza, je sais plus, dans un des fillers de Naruto la première gen. Mais là putain là il l'a utilisé vraiment comme limite un Kamea, alors que le Rasengan c'est une technique genre il comprime du chakra et il fait une technique de rotation, pas une technique il aurait pu alors faire comme ça sur plein d'ennemis, bam Rasengan et balancer une sorte de rayon d'énergie, mais il l'a jamais fait alors à part là. Alors je comprends pas vraiment. Ou alors limite il relâche le chakra, mais même quand il relâche, quand il arrête de comprimer le chakra, le truc va tout autour de lui, il va pas dans une direction particulière. Donc c'était assez bizarre de voir le Rasengan être utilisé comme ça. Mais donc le Rasengan rouge, orange j'ai pas compris au départ, je pensais que c'était parce que c'était l'énergie de Kyuubi ou quoi. Mais pourquoi je veux dire, des Odama Rasengan même rouge ou quoi, c'est déjà arrivé, mais Naruto avait besoin d'être en mode Kyuubi pour ça, de dégager un peu le chakra de Kyuubi. Or là il l'a pas. Ça aurait dû être un Rasen Shuriken de la bonne couleur. Donc de ce côté-là, je sais pas trop quoi dire. Certains avaient dit que c'était parce que c'était la main qu'on lui a greffé, c'est parce qu'il a fait sur Rasen Shuriken avec la main qui lui a été greffée ou quoi, je sais pas quoi. Mais même ça, c'est pas logique parce que je veux dire cette main, c'est lié à Naruto et utilise du chakra de Naruto, même s'il y a du chakra peut-être du Zetsu un peu comme ça change absolument rien. Pourquoi ce serait rouge? Ça n'a aucune logique. Donc je comprends pas pourquoi c'était rouge effectivement. Mais au final, ça me dérange pas trop. Mais c'était juste une question, j'avais pas vraiment compris pourquoi c'était rouge. Certains m'avaient dit oui, mais c'est parce qu'à la base le Rasengan devait être jaune, orange ou quoi. Mais oui, ok, mais pourquoi leur avoir fait un Rasengan bleu après? Je comprends pas. Parce que les Rasengan tout court, rouge, il y en avait. Il appelait ça Rasengan. Il appelait pas ça Odama, Cho, Rasen, Tarengan, sa mère. Donc il y avait pas de ça. Bref. Ça c'était un des points que je comprends pas. Bon après maintenant sur le reste du film je veux dire il n'y a pas grand chose non plus à dire. Kakashi qui arrive pas à protéger son village sans son Sharingan. C'était un passage assez intéressant parce que Kakashi et ses intuitions évidemment, voilà le mec se disant ouais mes intuitions ne me trompent jamais, mais j'ai jamais réussi à comprendre que Obito c'était Tobi. Tobi, les techniques de Kamui qui étaient similaires aux miennes. J'ai pas vraiment réussi à saisir que Obito est encore en vie. Bref du coup le film se termine là-dessus. Donc je sais pas ce que vous en pensez du film en général. Si vous l'avez vu avant ou après, moi je trouvais encore une fois ce film assez agréable, la musique était très bonne, franchement la musique vraiment très bonne, l'animation très bonne, franchement la musique, il n'y avait rien à dire, franchement l'utilisation du thème de la première gen Naruto, franchement ça c'était un coup magistral. Même les musiques de fight, l'ambiance en général était aussi très bonne, Takashi s'est vraiment surpassé là-dessus. Et l'animation, voilà, on est vraiment dans ce qui est fait de mieux dans Naruto. Alors maintenant certains ont dit d'ailleurs qu'ils aimaient pas trop en fait la coupe de Naruto. Bon évidemment ça fait longtemps qu'on connaît la coupe de Naruto. Moi la première fois c'est vrai que je trouvais ça bizarre, j'ai pas trop kiffé, mais en fait au final je m'y habitue bien en fait un peu plus quand il a son bandeau frontal. Mais ça lui donne un côté un peu plus âgé, ça fait une différence vous voyez. Si on lui avait fait les cheveux un peu plus courts, j'aurais pas trouvé ça assez intéressant, ça lui fait un côté encore un peu ado rebelle, et alors que là maintenant techniquement il est censé avoir mûri un peu. Et c'est le cas. Donc voilà. Bref, évidemment, il y a beaucoup de points qui auraient pu être améliorés dans ce film, mais en grande majorité, c'est un film qui satisfait, je pense, les gens qui sont allés le voir, hormis évidemment les fans du couple Naruto Sakura. Bref, sur ça, je vous laisse. S'il y a d'autres points que j'ai oublié de soulever et que je me rappellerai, je les mettrai en commentaire éventuellement. Donc n'hésitez pas à me donner votre appréciation sur ce film. Bref, sur ce, je vous retrouve pour une autre fois sur des futures infos de Naruto, sur le film peut-être Boruto ou quoi. Enfin, quand je dis ça, c'est sur les reviews du film. Et je vous préviendrai évidemment quand il y aura de nouvelles diffusions, des trucs comme ça, de films Naruto. Voilà, sur ce, ciao ciao et à la semaine prochaine. Ziou.